La TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise, dont voici les titres. Depuis ce matin, les juges et le personnel de la Cour constitutionnelle sont en pleine relecture des textes relatifs au processus électoral dans notre pays. Un exercice qui vient en prélude aux prochaines échéances électorales. Et puis depuis hier, la 34e édition du championnat militaire et paramilitaire de football bat son plein. Les différentes unités des corps des forces armées togolaises sont en pleine compétition. Et vous découvrirez dans cette édition le premier match qui a mis aux prises hier la douane et la marine nationale. Voilà pour les titres. D'abord, la représentation nationale s'est réunie ce mercredi au siège du Parlement pour la 4e séance plénière de la 2e session ordinaire de cette année 2018. Les travaux ont été consacrés à l'étude de 2 projets de loi. Le premier est relatif au Code général des impôts et le deuxième traite de la loi relative au livre des procédures fiscales. Les discussions se sont déroulées en présence du ministre de l'économie et des finances Sani Iyaya, commissaire du gouvernement, et du commissaire général de l'Office togolais des recettes OTR, Kodjo Adedje. Le Code général des impôts et de procédures fiscales s'appuie sur les principes directeurs tels que la rationalisation de la structure du système fiscal, la modernisation des règles d'assiette fiscale par l'intégration de bonnes pratiques, l'élargissement de cette assiette pour assurer un financement conséquent tant du budget de l'État que des collectivités locales. Il y a également la prise en compte de la problématique de l'amélioration du climat des affaires ainsi que l'accompagnement des PME-PMI. Et notez que les discussions ouvertes ce jour se poursuivent demain jeudi 8 novembre toujours au siège de l'Assemblée nationale à Lomé. Et parlons toujours de la fiscalité. Les nouvelles recrues de l'Office togolais des recettes OTR, précisément ceux des impôts, sont en formation depuis ce matin à Lomé et ceci pour 3 jours. La formation vise à les outiller sur la fiscalité avant tout déploiement sur le terrain. Le compte rendu avec Robert Potogbe et Rachel Aoukou. Aux agents d'appui fiscaux de l'Office togolais des recettes seront déployés sur le terrain pour servir aux côtés de leurs aînés dans la collecte des impôts. Avant toute intégration, ils sont appelés à maîtriser la fiscalité, ce dont ils feront face tout au long de leur carrière. Et justement, cette première partie d'une série de formations de 3 mois leur permettra d'assimiler les fondamentaux de l'impôt. Nous sommes en train de dérouler les éléments de définition de l'impôt, les différents aspects de l'impôt aussi, puisque l'impôt que nous disons souvent que c'est un phénomène, il a plusieurs aspects. Après avoir bien expliqué l'impôt, défini l'impôt, nous allons définir les notions voisines de l'impôt pour leur permettre de ne pas confondre un impôt à une taxe fiscale ni à une redevance et ainsi de suite. Et après, nous irons vers la classification des impôts et cela leur permettra de savoir quels sont les impôts directs et les impôts indirects, quels sont les impôts qui sont assis sur la dépense, sur le revenu et sur le patrimoine. À travers cette formation, nous voyons beaucoup de choses et nous pourrons dire qu'au début, moi personnellement, je pensais que l'impôt est né de l'État, mais que c'est le contraire, c'est l'État qui est né de l'impôt. Et nous avons eu à parler des fondements de l'impôt, nous avons parlé des différents aspects de l'impôt et nous sommes très contents de suivre cette formation. Au total, ils sont 300 jeunes bacheliers recrues à l'issue d'un concours pour renforcer l'effectif de l'Office togolais des recettes. Certains aux impôts et d'autres aux douanes togolaises. Je suis venu avec mon collègue des impôts pour attirer leur attention sur toute l'importance que le comité de direction attache à cette formation capitale d'intégration des jeunes recrues. Donc en ce qui concerne premièrement la maîtrise de la matière fiscale,
et également le comportement d'un agent de l'office en termes de courtoisie et de la façon dont un agent des impôts doit aborder les contribuables et surtout la moralité qui doit tourner autour d'un agent qui est appelé à gérer et à manipuler les deniers publics. Malgré que c'est le nouveau bac, mais à voir les réactions au cours, nous pensons que le niveau est très satisfaisant, le niveau est élevé et que nous espérons qu'à la fin de cette formation, nous aurons des agents extrêmement compétents pour assumer les fonctions et les tâches qui leur seront confiées. Dans les deux catégories, les formations prendront fin en janvier 2019. Et pour le commissaire des impôts à Doi et Sowavana, il est donc important de prendre au sérieux cette formation, l'assimiler et la mettre en pratique car elle sera sanctionnée par une évaluation. Je vous le disais en titre, les juges et le personnel de la Cour constitutionnelle sont eux depuis ce matin en session de relecture des tests relatifs au processus électoral. Les travaux vont porter essentiellement sur la Constitution et le Code électoral, un exercice qui rentre dans le cadre des préparatifs du scrutin législatif de décembre prochain. Les précisions avec Tchassenam Baga. Sur la table des juges de la Cour constitutionnelle, entourés de leurs collaborateurs, figurent en bonne place la Constitution de la 4e République et le Code électoral. Ces deux instruments juridiques de première importance qui organisent et encadrent le processus électoral au Togo font l'objet de relecture au cours de cette assise. Le 20 décembre 2018, le peuple togolais, les Togolais seront appelés aux urnes pour élire leurs représentants à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, le 20 décembre 2018. Je dis bien le 20 décembre 2018. La Cour constitutionnelle, donc consciente de cet enjeu important, doit affûter ses armes pour être à la hauteur des missions qui sont les siennes. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés ici, la Cour constitutionnelle, les juges et le personnel, tout le personnel administratif, pour la relecture des textes relatifs au processus électoral, c'est-à-dire la Constitution et le Code électoral. Après ce travail fait, nous serons à même la semaine prochaine d'organiser un séminaire plus élargi, un séminaire élargi à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral, à savoir l'administration territoriale, la CENI, la HAC, la CNDH, les représentants de tous les partis politiques, les représentants de la société civile et vous, les médias. Outre cette préoccupation fondamentale, la tenue de cette rencontre est également motivée par un constat. La Cour constitutionnelle est un acteur dans le processus électoral, mais qui est mal connu, sinon inconnu dans notre pays. Pour rappel, elle intervient à 3 niveaux. D'abord, elle gère le contentieux préélectoral. Ensuite, elle gère le contentieux post-électoral et publie les résultats définitifs. À cette mission, il faut ajouter que la garantie du vote des citoyens fait partie aussi des missions essentielles assignées à la Cour. La tenue de cette assise trouve son fondement dans l'article 104 de la Constitution qui stipule que la Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections. Et les femmes sont incitées à participer activement à la vie politique du pays et à ses élections. Une cartographie des organisations autonomes de femmes au Togo vient d'ailleurs d'être réalisée. C'est une idée du programme de consolidation de l'État et du monde associatif ProSEMA. Mais avant sa vulgarisation, la cartographie est soumise à étude. Et l'homme Kodjogan et Nathalie Kwanegi nous en disent plus.
Les organisations autonomes de femmes au Togo, selon leur cartographie présentée ici, sont diversifiées et réparties en 4 niveaux de structuration. À ce jour, l'on dénombre 18 ONG, 11 associations, 5 réseaux et une fêtière à travers tout le pays. Leurs domaines d'intervention sont la santé, l'éducation, l'environnement, les droits humains, la gouvernance, le genre. Avec les difficultés que nous avons relevées et qui ont pour nom le déficit de communication, problème de renforcement de capacité, manque de financement, nous avons noté qu'elles ont besoin d'être renforcées. Nous avons également recommandé qu'elles se mettent ensemble souvent pour mener leurs actions de plaidoyer sur le terrain. À l'endroit des structures étatiques également, nous avons formulé des recommandations afin qu'elles impliquent beaucoup plus les organisations féminines qui sont quand même des acteurs qui les aident à accomplir leur mission de développement dans le pays. La vulgarisation de cette étude commanditée par le programme de consolidation de l'État et du monde associatif PROSEMA vise à faire connaître les organisations autonomes des femmes au Togo, partager les recommandations faites par ces organisations et proposer ensemble des stratégies de plaidoyer. On a essayé de singulariser les organisations autonomes de femmes. Donc c'est un univers spécifique d'organisations qui sont dirigées par des femmes qui font en général bien évidemment la promotion de l'émancipation féminine et la promotion de l'égalité du genre. Donc on a fait une étude spécifique. Quelle est la situation de ces organisations de femmes au Togo? Où est-ce qu'elles sont représentées? Comment elles fonctionnent entre elles? Quels sont leurs rapports avec l'État, en l'occurrence avec le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation? Quels sont leurs besoins? PROSEMA est le projet de renforcement de la société civile, de promotion de l'égalité du genre et de la culture qui s'étend sur la période de 2018 à 2021. Il est le fruit de la coopération entre le Togo et l'Union européenne. La GIZ, mandatée par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, va mettre en œuvre un nouveau projet au Togo intitulé « Renforcement du système sanitaire, santé reproductive et droits sexuels » au Togo. La région de la Kara sera la zone d'intervention du projet. Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du dit projet, justement, se sont retrouvés à Kara pour procéder au lancement des activités. Et depuis Kara, la correspondance de Nestor. Bonsoir. La région de la Kara a une population estimée à plus de 924 000 habitants, avec une forte proportion de la tranche en âge de procréer. Un tiers de cette population vit dans le district sanitaire de la Kosa et les 2 tiers sont répartis dans 6 autres districts avec une très grande dispersion, ce qui entraîne des difficultés d'accès aux services de santé. Dans cette région, le taux de fécondité est de 5,3 enfants par femme et l'éducation sexuelle où l'accès aux méthodes modernes de contraception reste tabou. Le projet renforcement du système sanitaire, santé reproductive et droits sexuels au Togo, Pro Santé, qui est lancé à cette rencontre, contribuera à améliorer la santé reproductive de la population de la région de la Kara à travers 3 composantes. Le premier champ d'action, c'est l'amélioration de la qualité des services. On intervient principalement dans des unités de soins périphériques. Le deuxième champ d'action, c'est la stimulation de la demande de ces services. On travaille principalement avec la société civile. Le troisième champ d'action, c'est le renforcement du système de santé. Ici, on se concentre surtout sur le renforcement du leadership du ministère de la Santé. On se concentre aussi sur l'adaptation au changement climatique dans le secteur de santé. Les activités vont démarrer en janvier 2019 jusqu'au juin 2020. Le projet va intervenir dans 25 unités de soins périphériques. Il constitue un complément des SONU, soins obstétricaux néonatales d'urgence. C'est un projet très important pour nous parce qu'il faut faire en sorte qu'au niveau périphérique, il y ait moins de problèmes. Et lorsque ça arrive maintenant au niveau des grands centres, on peut facilement résoudre le problème. Donc pour clairement dire que c'est un projet qui va renforcer ces centres qui n'ont pas souvent de moyens, qui sont mal équipés et qui ont aussi des difficultés en matière de qualification des ressources humaines.
Ce nouveau projet sera piloté par la GIZ, bras opérationnel du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement qui finance le dit projet. On fait 2 programmes, ça veut dire la coopération technique avec quelques 6 millions d'euros et la coopération financière de quelques 10 millions d'euros. Pour la coopération technique, ce que nous venons de lancer aujourd'hui, on va former les gens pour apporter plus proche de la population les soins pour les mères et les enfants, de donner plus d'accès à la santé maternelle pour les populations et ainsi vraiment soutenir la population qui peuvent trouver des centres de soins pour accoucher. Ce nouveau projet est le témoignage de la qualité des relations germano-togolaises, a indiqué le préfet de la COSA. Le colonel Badiba Bakali a précisé que ce projet s'inscrit dans la politique sanitaire du pays, politique qui est traduite dans le PND, Programme national de développement. Et je vous donne lecture à présent de ce communiqué conjoint du ministre de l'administration territoriale et de sa collègue de développement à la base. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de filets sociaux et services de base FSB par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB, l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED organise une enquête sur les conditions de vie des ménages des villages bénéficiaires des transferts monétaires dans les 37 préfectures concernées du Togo. Cette enquête, qui a démarré le 20 octobre, prend fin le 19 novembre 2018 et permettra de recueillir des informations relatives à l'éducation, à la santé, à la consommation alimentaire, au logement, aux biens durables, à l'état d'activité et aux caractéristiques socio-démographiques des membres des ménages. Elle permettra également de recueillir les caractéristiques générales sur les localités, notamment l'existence, la fonctionnalité et l'accessibilité aux services sociaux de base et de procéder à la validation communautaire des listes des ménages. Et pour la réussite de cette opération, toutes les populations des villages concernés sont invitées à réserver un bon accueil aux agents enquêteurs et à leur fournir les informations recherchées. La suite de cette édition, à présent, la lutte contre la corruption figure sur la liste des facteurs ayant favorisé le bond de 19 places du Togo dans le nouveau rapport Doing Business. Et depuis hier, d'ailleurs, les acteurs impliqués dans le processus de la guerre contre les malversations sont en session. Ils vont à la fin se doter d'instruments internationaux pour atteindre l'objectif zéro corruption dans notre pays. Les précisions avec Antoinette Romao. Va voir. La corruption est l'un des défis planétaires qui interpelle tous les acteurs à unir leurs forces pour la prévenir et la combattre efficacement. Les Nations Unies ont adopté en 2004 la Convention contre la corruption et ratifiée par le Togo. Cet instrument juridique et d'autres actions témoignent de la volonté des autorités togolaises et des acteurs impliqués à venir à bout de la corruption. Si les gens ont le sentiment qu'aucune conséquence ne suit quand on est coupable d'actes de corruption, ça encourage la corruption. Mais lorsqu'on sait que des sanctions, soit administratives ou judiciaires, peuvent suivre, les gens seront plus regardants avant d'agir ou de détourner les deniers publics, voire d'abuser de leur position, leur pouvoir à des fins personnelles. La plupart de ces instruments internationaux font du renforcement des capacités des acteurs une action primordiale pour lutter contre la corruption. Et l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement, ANCE, s'implique davantage dans cette lutte et interpelle les secteurs publics et privés, les partenaires et les organisations de la société civile à une action collective. C'est un progrès en matière de lutte contre la corruption, vu par exemple le dernier rapport de la Banque mondiale. En ce qui concerne sur l'intégrité, le critère d'intégrité, nous avons progressé. Le Togo qui était à 3.1 est aujourd'hui à 5.1. Nous avons dépassé la moyenne. Disons qu'il y a des efforts qui ont commencé depuis 10 ans,
Nous devons renforcer ces efforts-là et aussi nous devons surtout appliquer les sanctions. Durant 3 jours, les acteurs vont se doter des instruments internationaux afin d'agir efficacement pour endiguer la corruption. Et hors du Togo, l'actualité est marquée par le premier tour de la présidentielle à Madagascar. Plus de 10 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce mercredi pour le premier tour de ce scrutin. Et le choix est large. 36 candidats sont en lice, dont 4 ex-présidents, 3 anciens ministres, des pasteurs et un chanteur. Mais la bataille se joue réellement entre les 3 hommes, les anciens présidents Marc Ravalomanana, Andra Joël et R. Rajamanpian. En 2013, ces personnalités n'avaient pas eu l'autorisation de la communauté internationale pour se présenter, au motif qu'ils étaient les principaux protagonistes de la crise politique désastreuse débutée fin 2008. Une élection texte pour la grande île régulièrement secouée par des crises post-électorales. Retour en page nationale où la police nationale vient de réaliser une importante rafle dans la famille des malfrats. 4 ont été neutralisés et 3 autres appréhendés. Le récit de leurs méfaits avec Biklewe Passaï et Dodo Waré. 4 malfrats neutralisés par la police nationale. Aux environs de 2 heures du matin à Sabado Agotime, une équipe de patrouille motorisée du groupe d'intervention de la police nationale, alertée par des cris de détresse, s'est présentée sur les lieux. Nez à nez, ces malfrats à dos de 2 motos et tentant de s'échapper après plusieurs sommations infructueuses ont ouvert le feu sur cette équipe qui en a pris le dessus. À quelques mètres du lieu, un autre cambrioleur isolé escalade un domicile et accède aux chambres par effraction. Surpris par le propriétaire des lieux, ce présumé malfrat prend la poudre d'escampette, mais a été vite interpellé par la même équipe sur place. Le 3e cas est relatif à l'arrestation d'un réseau de 3 individus. Ces derniers ont perpétré un crime odieux sur la personne d'un ressortissant de la République démocratique du Congo. Tout a commencé dans la nuit du 1er septembre 2018, aux environs de 21 h, lorsque la victime, qui effectue des opérations de change et de transfert d'argent, a été agressée à l'arme blanche et dépouillée par un groupe d'individus. Et la victime a succombé quelques heures plus tard au centre hospitalier universitaire de Lomé. Saisie, la direction centrale de la police judiciaire a immédiatement ouvert une enquête. Et selon les recoupements de l'enquête, il s'est avéré que les malfaiteurs avaient pris en chasse leur cible depuis son lieu de travail, ici à la frontière à Flao, avant de l'attaquer lorsqu'il est descendu de la moto qu'il avait empruntée pour se rendre à son domicile ici à Hanoukope. Une source d'information exploitée par le groupe d'intervention de la police nationale a permis d'interpeller le mercredi 24 octobre 2018 aux environs de 18 h 40 à la frontière entre le Togo et le Ghana, un suspect au nom de Agboadan Agbenigan Kossi, alias Apedovi, de nationalité togolaise, âgé de 33 ans, apprenti maçon demeurant à Flao dans le Ghana. Interrogé, l'intéressé a aussitôt reconnu les faits et cité 2 autres personnes comme ayant participé avec lui à l'agression mortelle sur la personne de ce Congolais. Les recherches se poursuivent en vue d'interpeller le dernier membre du réseau qui est actuellement en fuite. Et quant aux autres, les deux interpellés qui sont ici, ils seront présentés à monsieur le procureur de la République pour répondre de leurs crimes. À l'approche des fêtes de fin d'année, la police double de vigilance pour mettre hors d'état de nuire les individus mal intentionnés. Elle appelle la population à une franche collaboration pour la réussite de sa mission de lutte contre l'insécurité. Chaque 7 novembre, l'écrivain africain est à l'honneur. Cette 26e édition a été marquée ce mercredi au Togo par un café littéraire, rencontre organisée par l'Association des écrivains du Togo. On en parle dans ce reportage de Mary Agbo et Esther Laclé. La journée du 7 novembre se célèbre depuis 1992. À l'honneur, les écrivains africains. 24 heures pour leur rendre hommage et promouvoir leurs œuvres. Quand on voit la situation de la littérature au Togo, notamment les difficultés liées à la question des coûts des entrants, eh bien cette journée c'est une grande opportunité pour pouvoir faire le plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour que toutes les conventions
internationales auxquelles le Togo a souscrit. Et ces conventions-là qui tendent à la réduction des coûts de la production des œuvres, et bien que cela soit enfin appliqué dans notre pays. C'est aussi une opportunité pour pouvoir aussi encourager les jeunes talents. Une sensibilisation a marqué cette journée au Togo. Férus des belles lettres, d'éminents écrivains et professeurs ont échangé pour l'occasion avec les élèves du lycée de Tokoin. C'est sur initiative de l'Association des écrivains du Togo et il est question pour elle de transmettre le virus littéraire à ses apprenants. C'est l'occasion pour rapprocher la littérature du public, pour réfléchir sur toutes les problématiques en lien avec la production littéraire, l'édition, la publication. Parce qu'on est habitué à des auteurs qui sont décédés, les camarades là, etc. Mais il est important qu'ils sachent que ceux qui écrivent, beaucoup sont encore vivants et ils sont nos frères, ils sont nos sœurs, ils sont présents. Donc connaître les écrivains togolais pour le public scolaire togolais, c'est très important, cela nous semblait très important. Et connaître ce qu'ils écrivent, le contenu de leurs œuvres, avoir cet échange avec eux, ça nous semblait très important. D'autres rencontres ont marqué cette journée du 7 novembre. Échanges axés, entre autres, sur la libre circulation des œuvres littéraires et l'insertion des ouvrages togolais dans les programmes scolaires, ainsi que la nuit de l'auteur qui se tiendra au soir de ce mercredi. Littérature encore, et après la passionnante histoire du football togolais, l'auteur Batik Majom revient avec un second essai, toujours sur le sport roi au Togo. Les performances du football togolais et les perspectives, c'est son titre, est une véritable source d'information sur le football. Découvrons l'œuvre et son auteur avec Nathalie Wanegui. Les performances du football togolais et les perspectives d'avenir. Un essai qui vient renforcer le premier sur la passionnante histoire du football togolais, dédicacé le 1er février 2017. Dans cet écrit, l'auteur Bati Majom parle des victoires obtenues par le Togo en football, ainsi que les enjeux et défis pour un meilleur avenir du secteur footballistique. Nous avons deux grandes parties dans ce nouveau tome. La première grande partie traite de toutes les performances que nos clubs et nos équipes nationales, puisqu'il y a les juniors, les seniors, les cadets, les féminines. Toutes ces performances sont passées au peigne fin dans la première grande partie. Maintenant, dans la deuxième grande partie, nous avons les perspectives d'avenir. Il y a les défis, les enjeux et aussi des propositions de solutions. Les deux tomes publiés aux éditions Aoudi viennent désormais aider les générations présentes et futures à disposer des informations nécessaires sur le football togolais. L'intérêt suprême, l'intérêt majeur, c'est d'avoir concentré en deux lieux tout ce qui s'est passé dans ce pays en matière de football depuis 100 ans. Aucun document d'une telle envergure n'existait avant. Nous avions eu des récits, nous-mêmes, nous avions vécu de grands moments comme Kip, étoile filante opposée à le tout-puissant Globert de Lumumbashi, mais tout le reste nous a été compté. Il y a des visages que certains ont oubliés, il y a des visages que certains ne connaissaient pas du tout, parmi nos héros en matière de football qui sont dans ces livres. Selon l'auteur, juriste de profession, le Togo doit s'inspirer de l'expérience d'un pays voisin comme le Ghana, qui aujourd'hui a de nombreux centres d'accueil des futures stars du ballon rond. Aussi faudra-t-il, selon lui, que le Togo organise des compétitions pour les moins de 17 ans et les moins de 20 ans afin de favoriser la détection des talents. Et parlant toujours des compétitions de football, sachez que la 34e édition du championnat militaire et paramilitaire de football justement a été ouverte hier à l'état-major général des forces armées togolaises. L'événement a été marqué par un défilé des unités participantes et le match inaugural où la douane et la marine nationale se sont séparés sur un score nul et vierge. 0 but partout. Le récit avec Jean, Kofi et Dédi. 34e championnat militaire et paramilitaire de football. Durant 3 semaines, 19 unités vont croiser les crampons pour enfin définir qui va succéder au 4e RI, détenteur du trophée de l'édition 2017.
L'événement a mobilisé les cadres de l'armée togolaise, les autorités sportives et administratives. Avant le démarrage des confrontations, tour à tour, le commissaire général de l'Office togolais des recettes et le représentant du chef d'état-major général des forces armées togolaises ont convié les acteurs au fair play. Cette fête footballistique doit contribuer à maintenir la cohésion nationale, ont-ils souligné. Il n'est point besoin d'affirmer ici que l'accomplissement efficace de nos missions requiert une bonne santé physique et mentale de nos hommes, une cohésion sans restriction aucune de nos unités respectives. C'est ainsi que ce championnat militaire et paramilitaire doit être un facteur supplémentaire de renforcement de l'unité entre tous les participants pour une exécution correcte de nos missions diverses de sécurité et de maintien de la paix partout où besoin est. Vivement que l'esprit sportif et le fair play prévalent tout au long des différents matchs. Que la meilleure équipe gagne. La discipline étant la force principale des armées, vous devez, une fois encore, faire preuve et montrer au public qu'il s'agit d'une valeur cardinale dans notre vécu quotidien. Sur le terrain de football, les frères d'armes de différentes unités et formations se retrouvent entre eux pour non seulement conquérir le trophée mis en jeu, mais aussi et surtout faire développer l'esprit de camaraderie, de fraternité et de tolérance. Dans cette lutte vers la victoire, vous devez garder à l'esprit le fair play, maître mot de tous les sports, afin que ces moments de rencontre et de joie demeurent un moyen pour renforcer la cohésion entre les forces de défense et de sécurité d'une part et entre nos forces et la nation de l'autre. Ces circonstances de rencontre et de cohabitation doivent donc cimenter notre cohésion nationale dans la droite ligne des idéaux que ne cesse de prôner le président de la République, chef des armées, j'ai nommé son Excellence Fort Esozimna Nyasungbe. La rencontre inaugurale a mis aux prises de la douane togolaise en bleu et la marine nationale en bleu. La première période a été marquée par la domination des douaniers qui n'ont pas pu concrétiser la moindre occasion. En deuxième période, la marine change la tendance, mais tout comme l'adversaire, elle n'est pas parvenue à inscrire un seul but. Les deux formations se séparent sur un score nul et vierge qui ne fait pas du tout l'affaire de la douane favori au départ. Le football n'a pas de réalité. Donc un match nul en soi, ce n'est pas mauvais. On va voir comment est-ce qu'on peut préparer les deux autres rencontres pour nous qualifier. En venant ici, les gens pensaient que bon, mais la douane va nous écraser, va nous faire 11-0. Malheureusement, ils ont été déçus. Nous, on prend. Mais le match nous a permis de voir nos erreurs nous-mêmes et voir les zones où il va falloir travailler un peu plus. On va mettre à profit ces 2-3 jours pour faire ces corrections. Voilà. 19 formations réparties en 4 poules prennent part à la compétition co-organisée par l'OTR et le CETAP, Centre d'entraînement des troupes aéroportées. L'apothéose est prévue pour le 24 novembre prochain. Bonne chance donc à toutes les équipes. Et voilà, c'est sur l'ouverture donc de ce 34e championnat militaire et paramilitaire de football que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.